Bonjour, Mathieu Ricard, moine bouddhiste, humaniste, bien sûr, le traducteur du Dalai Lama et depuis 40 ans installé au Tibet, dans cette région dans laquelle vous êtes tombé amoureux, pour ainsi dire, et vous nous ramenez un beau livre de photos de sourires 108 sourires, on va bien sûr en parler. Qu'est-ce qui vous raccroche encore aujourd'hui à cette région du monde? J'y vis, c'est ma vie, j'ai trouvé vraiment un rythme de vie, surtout les grands maîtres spirituels auprès de qui j'ai vécu, le monastère dans lequel je vis avec 400 moines, et puis un petit ermitage dans la montagne face à 400 km d'Himalaya où je passe des moments tranquilles en sérénité. Et c'est aussi là que j'essaie d'utiliser la transformation personnelle du bouddhisme pour mieux mettre au service des autres au travers de 110 projets humanitaires que nous avons développés. Donc nous fêtons nos 10 ans d'activité, 10 ans de coup de cœur réussis. Alors, le livre dont on va parler, d'ailleurs, est au profit de cette association dont on verra le synthé à l'écran dans quelques instants. J'ai envie de vous demander d'abord, comment se porte aujourd'hui le Tibet ? On en parle beaucoup dans l'actualité. Le Dalai Lama était en France il y a peu de temps. Comment se porte aujourd'hui le Tibet ? Alors, le Tibet survit avec force. Les Tibétains ont une force d'âme qui n'a jamais changé depuis 60 ans. Mais il faut dire que depuis les Jeux Olympiques de 2008, alors qu'on s'attendait, après les Jeux Olympiques, après l'exposition universelle de Shanghai, à un certain relâchement, il y a au contraire un durcissement, qui n'est pas seulement au Tibet, mais dans toute la Chine, un durcissement de contrôle de l'information, de contrôle de les gens. Et donc, il y a plus de casernes, plus de présence. C'est difficile. Ceci dit, l'espoir reste toujours, et la Chine change beaucoup, et certainement vers une forme de démocratisation, d'ouverture, c'est indispensable. La Chine ne peut pas rester totalement en déséquilibre vis-à-vis du monde. Et est-ce que le Dalai Lama, que vous connaissez bien, a changé lui aussi vis-à-vis de la Chine ? Le Lama a toujours une attitude extrêmement constructive vis-à-vis de la Chine. Il pense qu'on doit s'engager avec la Chine, il pense que c'est un pays d'une immense culture et que la seule chose, c'est d'avoir une solution qui soit acceptable mutuellement pour le bien de tous. Je veux dire, c'est l'interlocuteur idéal. Oui, il a été reçu, le Dalai Lama, aux États-Unis, ce qui a provoqué une nouvelle fois les foudres de la Chine. Est-ce que finalement, il y a une évolution du monde à son égard ? Le monde éprouve une immense sympathie. Il y a aussi une évolution parce que, si vous voulez, c'est un champion de la démocratie, le Dalai Lama. Il dit le monde appartient à bientôt 7 milliards d'êtres individuels. Les pays appartiennent aux citoyens. Et donc, bien qu'on soit parti il y a 70 ans d'une forme de pays non démocratique, il a mis tous ses efforts pour... Et il a dit que récemment, il a mis fin à 400 ans de mélange entre le pouvoir spirituel et temporel. Il a dit qu'il l'a fait librement, il a dit pas comme la Révolution française, joyeusement et fièrement. Donc c'est un démocrate dans l'âme. Et qu'est-ce qui va se passer puisque maintenant, évidemment, son règne se termine ? Il reste en tant que présence spirituelle, force morale dans le monde, au-delà même du bouddhisme. Et puis, il y a un premier ministre, disons un chef de gouvernement en exil, élu démocratiquement. Donc, le processus suivra son cours, l'histoire suivra son cours. Et finalement, la soif de liberté des peuples, un jour, finit par être récompensée. Vous avez le sentiment, par exemple, qu'en France, l'attitude des autorités a changé à cet égard ? Il y a en France depuis des années un groupe interparlementaire sur l'étude de la question du Tibet qui est toujours très vivace. Les autorités changent, mais malgré tout, le peuple et les élus, eux, sont très en faveur de cela. On va parler de ces sourires. Parce que ce qui est incroyable dans ce livre que vous publiez aux éditions de La Martinière, c'est ces 108 sourires. Le chiffre, d'ailleurs, 108, ce n'est pas un chiffre au hasard. C'est le sourire. Et vous dites qu'il y a dans cette région peut-être encore plus de sourires qu'ailleurs. C'est formidable que face à la tragédie que beaucoup ont vécue, les Tibétains ont ce sourire naturel. Et dans ces portraits que j'ai pris au fil des années, aussi bien les enfants que les personnes âgées, il y a cette transparence du regard, cette lumière dans le regard. C'est le sourire qui vient du cœur. Mon ami Paul Ekman, qui est un des spécialistes mondiaux des émotions et des expressions faciales des émotions, distingue 18 types de sourires différents. Alors, quels sont les types de sourires, par exemple ? Il y a le sourire forcé, le sourire sarcastique, le sourire... face à la tragédie, qui montre une certaine forme de courage. Il y a le sourire condescendant, il y a le sourire sincère. Et le sourire sincère, ce qu'il y a de particulier, c'est que non seulement on sourit avec la bouche, mais on sourit avec les mouvements, les muscles circulaires des yeux qui ne peuvent pas être activés. C'est ce qui permet de voir que le rire est sincère ou pas, ou sourire est sincère ou pas. Parce qu'on ne peut pas l'activer volontairement. Il faut vraiment que ça fleurisse du cœur pour que les yeux sourient pour de bon. Qu'est-ce qu'il y a derrière le sourire ? Une forme de sagesse, une forme d'éternité ? Le sourire, lumière. je pense, est
première forme de communication vis-à-vis de l'autre où c'est un signe, je suis bien disposé à votre égard. Non seulement ça, mais je suis disponible pour un échange, pour une ouverture. C'est un appel, et vous? Et généralement, le sourire répond, oui, je suis là, je reconnais notre humanité commune, et communiquons, soyons amis, dialoguons. Oui, le sourire permet de vivre, permet de survivre aussi dans des situations terribles. Notamment, vous photographiez des enfants qui vivent dans la misère. C'est le cas des gens dans la photo, donc on découvre à l'instant à l'image. Oui, mais ça montre aussi que finalement, certes, il faut à tout prix améliorer les conditions extérieures lorsqu'elles manquent, et c'est ce à quoi nous nous appliquons avec nos projets, mais en même temps, les conditions intérieures, la façon dont nous sommes, dont nous fonctionnons, peut éclipser ces circonstances extérieures. On peut être misérable dans un petit paradis, on le voit beaucoup en Occident, et avoir cette joie de vivre de ces enfants qui pourtant vivent dans des conditions qu'on ne choisirait pas a priori comme les conditions idéales. Oui. Qu'est-ce qui les rend heureux? Je crois une certaine forme de liberté intérieure. Ils ont les ressources, finalement, de gérer les hauts et les bas de l'existence. Ils sont moins vulnérables. Ils n'ont pas ce sentiment d'insécurité, cette anxiété qu'on trouve souvent en Occident. Ces photos magnifiques. On va voir à l'instant à l'écran évidemment s'afficher la fondation que vous avez donc fondée, Mathieu Ricard, et tous les bénéfices du livre édition de la Martinière iront à cette fondation à l'écran, la fondation Karuna Chéchen. Ce qui veut dire quoi d'ailleurs? Alors Karuna veut dire compassion. Au début, je voulais l'appeler compassion en action. On m'a dit non, ça fait trop religieux en France. Donc Karuna, ça veut dire la même chose, compassion, personne ne le sait. Et Chéchen, c'est le nom de notre monastère, parce qu'il y avait beaucoup de fondations Karuna en Asie. Et donc, c'est pour la... Et donc, qu'est-ce que vous faites pour tous ces enfants, pour tous ces jeunes? Alors, nous délivrons par exemple 100 000 services médicaux par an dans plus de 20 cliniques. Nous avons 15 000 enfants dans les écoles que nous avons construites. Au Népal, par exemple, nous construisons des écoles entièrement en bambou pour 2500 enfants en 3 mois, 70% de filles. C'est un projet idéal. Oui, les images que l'on vient de voir nous rappellent donc cette région du monde où vous allez repartir tout de suite. On a l'impression que vous y trouvez là la lumière que vous avez besoin. C'est mon milieu, c'est là où mes frères et sœurs spirituels, mes maîtres spirituels sont, et ce petit ermitage dans l'Himalaya qui me permet de me reposer dans la sérénité. Qu'est-ce qui a changé, en un mot, mais qu'est-ce qui a changé votre vie le jour où vous avez découvert cette région? C'est la rencontre de grands maîtres, d'ailleurs qui ouvre ce livre de photographie sur le sourire de sagesse et de profondeur de certains des maîtres spirituels. Je crois que j'ai vu là des exemples vivants où le messager, c'est-à-dire la personne, était le message, c'est-à-dire une harmonie parfaite entre un enseignement et la personne. Merci Mathieu Ricard d'avoir été notre invité. 108 sourires, très exactement. Vous voyez, ce beau livre est publié aux éditions de la Martinière. Merci d'être venu nous voir sur TV5 Monde. C'est un plaisir.